Ça marche, c'est parti. Autocadrage, tu vois. Ok. Donc là, du coup, tu te mets à côté de... Voilà, exactement. C'est dans mon agenda tous les 2 ans. Mais notez, ça Un, deux, ok. Test. Test. 1, 2, 3, merci. Oui. On se décale déjà. Bien des clients. Bien. Le micro fonctionne. Voilà. Donc, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer donc avec la première session. Donc, ce qu'on propose, ce que j'ai proposé aux intervenants, on n'entend pas. Oui, je pense que mon micro n'est pas. Prends le mien un peu. Voilà. Merci. Merci. Voilà, donc j'introduis donc cette première session donc, sur les univers virtuels et les jeux numériques, hein, avec 2 interventions d'un trio et ensuite d'un duo de collègues. Donc ce que je leur ai proposé, c'est qu'on fasse les 2 interventions à la file et qu'on fasse donc un temps de questions d'à peu près un quart d'heure après. Donc, ce qui permet aussi de voir les liens qu'il y aura potentiellement entre les 2 sujets qui seront abordés, étant donné qu'ils sont quand même, il y a pas mal de points communs sur les environnements virtuels et sur la question de la question du sens, de la fabrique du sens dans ces environnements virtuels. Voilà, donc je passe tout de suite la parole donc à Kevin Beaufils, Étienne Armand D'Amato et Étienne Périni pour la première intervention. Merci. Merci beaucoup Luc. Donc nous allons démarrer avec cette production du sens pour faire corps avec son avatar volant autoscopique, comparaison du sentiment d'immersion médiatique et de contrôle interactif entre néophytes et experts. Donc pour contextualiser un peu notre réflexion sur les médias interactifs, on s'interroge sur la façon dont les individus sont mobilisés par ces fameux médias immersifs, que ce soit le jeu vidéo, la réalité virtuelle, les métavers et compagnie, au point de produire un sens évident dans les 3 acceptations du terme, c'est-à-dire le sens, les 6 sens, 7 sens selon la comptabilité, la direction, ou encore la signification. Avec un jeu vidéo qui constitue un paradigme de l'engagement imaginaire, puisqu'il s'opère une séduction beaucoup interrogée, avec une force fictionnelle, une cohérence de scénario, des règles ludiques engageantes, et une participation au cours des événements dans un milieu simulé. Jusqu'à susciter une nouvelle suspension consentie d'incrédulité, qui fait abstraction parfois du corps réel, et au-delà de l'aspect narratif, qui met au cœur de la réflexion l'aspect central de l'interaction corporelle, supportée par une forte coordination sensorimotrice, notamment main-tête. Et du côté de la réalité virtuelle, dont tu vas parler, Kevin. Alors, du côté de la réalité virtuelle, l'idée est d'arriver à un mode de reproduction le plus naturel et le plus véridique, fidèle à la réalité possible. Donc, l'objectif de la réalité virtuelle, c'est de reconduire notre perception au plus proche de nos capacités dites nominales. Ce qui va amener une capacité d'intervention plus naturelle possible, c'est-à-dire un engagement analogique avec le corps. On s'éloigne du côté main-tête, dont parlait Étienne avec le jeu vidéo juste avant. Donc l'objectif est d'inclure un maximum de sens et de moyens d'action afin d'atteindre une logique d'un tout corporel. Voilà, du coup, histoire. Alors, du coup, en fait, finalement tout ça, ça a eu une histoire. Les premières hypermédias iconiques, c'était Aspen Movie Map, donc ça date pas d'hier, c'est 78, et c'était avec du vidéodisque et avec un réseau donc de direction, donc tourner à gauche, tourner à droite, aller en avant en fonction d'où on est, et donc les liens se faisaient comme ça. Ensuite, finalement tout ça maintenant s'étant développé, s'étant complètement quelque part cybernétisé, on finit par avoir un avatar cybernétique dans des jeux vidéo, mais finalement le fonctionnement est juste là simplement
complètement beaucoup plus corporel et beaucoup plus finalement direct sensoriellement et au niveau de la fabrication du sens. Voilà, donc cette continuité entre justement comment étudier toutes ces variations entre réalité virtuelle, jeux vidéo, hypermédia d'un côté, plus ou moins iconique, cybermédia comme on les a nommés avec la simulation, et donc effectivement on a essayé de problématiser le rapport aux médias immersifs à travers cette question clé qui nous occupe depuis longtemps maintenant, qui est l'avatarisation de la personne, mais pas seulement, ça peut être des collectifs ou d'autres aspects, ses conditions technologiques et sa pragmatique subjective. Notre cadre théorique est donc l'étude de l'avatar en milieu hypermédiatique, notamment dans les plateformes réseaux sociaux, ainsi que dans les milieux qu'on a qualifiés de cybermédias, notamment à l'occasion d'un article qui avait suscité l'encouragement d'Yves Jeanneret, de Sylvie Limad aujourd'hui, qui était de 2009, autour de l'heuristique de l'avatar entre hypermédia et cybermédia, ce qui nous a conduit par la suite à prolonger cette réflexion dans cet ouvrage collectif soutenu par IMAD, Les avatars jouables des mondes numériques, ou encore l'œuvre d'Étienne Périni qui récapitulait tout ce parcours des vidéodisques jusqu'aux interfaces vidéoludiques. Donc du coup, bon, ça a été évoqué, on signale la parution en 2022 de la revue Hybride qui est en ligne sur les avatarisations technologiques, et pour en revenir à notre réflexion, nous sommes au cœur d'une question théorique et expérimentale qui est comment donner sens, comment donnons-nous sens à partir d'une expérience vécue, celle de l'immersion avatariale, c'est-à-dire avec un support, une créature qui nous sert de relais dans le monde. De quelle manière l'esprit humain parvient-il à donner sens dans un environnement virtuel, dans une activité simulée, et on s'inscrit dans le paradigme de la cognition incarnée et située, qui mobilise le corps. Et aussi, comment les caractéristiques propres à chacun influenceront-elles l'appropriation de l'expérience virtuelle, avec donc, un historique des sujets qui fait qu'on ne peut pas envisager un sujet moyen, bien sûr, puisque chacun est porteur d'une histoire sensorimotrice importante. Alors, voilà, donc à la suite ou parallèlement ou à l'issue de cette théorisation et de ces démarches un petit peu discursives écrites, on s'est dit mais quand même, en fait, il faut quand même vérifier ça, s'il se passe vraiment quelque chose, et le vérifier avec des mesures et des possibilités d'expérimentation scientifique. Donc, ce dispositif que là, on a inventé et mis au point chez Berthoz au Collège de France, qui est devenu Avatar, en fait, essaye de faire une percée dans ce domaine-là. Alors, c'est à la fois, c'est un poste d'expérimentation scientifique, c'est ce que vous voyez ici, là, c'est des tests des capteurs, donc on voit les personnes sont en situation de laboratoire, sont mesurées par toutes sortes de capteurs et d'appareillages. Mais en même temps, on a aussi une version, on a des versions qui ne sont pas appareillées comme ça, qui sont simplement offrir aux gens cette expérience, ce vécu de devenir avatar. Voilà, donc cette conception des dynamiques basiques de l'immersion est étudiée largement en psychologie cognitive. Oui, donc comme disait Étienne un peu avant, donc moi je suis arrivé, j'ai rejoint ce trio de chercheurs et leur dispositif qui m'a semblé novateur, et j'ai essayé d'arriver dans cette équipe en amenant le concept de, enfin pas en amenant, mais en prenant l'angle de vue du concept de la cognition incarnée, donc qui dit que le corps est engageant dans la création de la cognition, autant que la cognition est engageante dans créer la réponse corporelle et la réponse d'action. Donc, pour produire un espace perceptif, sensoriel et cognitif, il faut que l'environnement envoie des informations, et il est important que quand on veut créer un environnement virtuel qui ait un sens, prendre plusieurs aspects de la cognition et de la perception humaine, comme la perception sensorielle, la cognition spatiale, la perception de la cohérence, les attentes et les anticipations de l'individu, son contexte émotionnel et le contexte social. Donc, le schéma qui est sur la droite montre la différence, on va dire, entre qu'il va y avoir lorsqu'on va passer d'un espace perceptif et d'action organique à un espace nouveau de perceptif et d'action ouvert par le corps virtuel et par l'environnement virtuel.
Donc ça nécessite plusieurs choses. Déjà créer un mouvement qui sera fidèlement répliqué, ce mouvement sera finalement reproduit, et la personne doit être capable de le percevoir cette reproduction, et de comprendre que même si l'avatar reproduit son mouvement, il le fait dans un nouvel espace perceptif. Donc cette réflexion nous a conduit à nous envisager les lignées médiatiques pour construire notre dispositif qui permettrait justement que cette théorie que tu as évoquée puisse être remobilisée. C'est ce que tu as perçu, et on avait aligné 3 lignées, Étienne, à ta initiative. Oui, donc effectivement la réalité virtuelle, c'est effectivement ce qu'on vise, puisqu'à l'époque, toute cette histoire de l'avatar et de l'avatar autoscopique, c'était les promesses de la réalité virtuelle et les promesses technologiques d'ensemble. Mais par contre, finalement, on s'est dit, puisque c'est pas là, prenons des vieilles technologies, par exemple la vidéo, et prenons aussi les habitudes ou la représentation, disons un petit peu habituelle des jeux vidéo, qui est la personne vue de dos et qu'on voit la troisième personne. Donc, et en fait, faisons un mix de ça, pour donner une expérience et une possibilité d'étude très évidente et très facilement accessible. Ce qui donne que toi tu t'es apporté une problématique sur l'expertise, avec l'idée que justement on pourrait probablement trouver que les experts du domaine auraient une meilleure appréhension de l'espace, du corps et de l'attention à l'environnement, puisque s'ils étaient experts en jeux vidéo ou en réalité virtuelle, ils avaient déjà l'expérience de ce déplacement corporel. Et oui, et leur appropriation du nouveau corps serait beaucoup plus facile, parce qu'ils ils redéploieraient les connaissances préalables qu'ils ont, et ils ne perdraient pas de temps à essayer de comprendre les contrôles d'un avatar, etc. Et donc ils pourraient plus rapidement se concentrer sur l'expérience virtuelle proposée. Donc nous, évidemment, ça s'inscrivait, ce dispositif, pour rappel, dans la question de la bilocalisation, puisque nous ne quittons jamais le monde réel, nous sommes à la fois ici et maintenant, et là-bas, ailleurs, et donc cette thématisation a été faite dans une méta-analyse de Furnal Neto sur le rapport sujet avatar. Donc on a eu des questionnaires qui ont été recueillis pendant Futur en scène avec l'historique de la personne en termes de avait-elle déjà des expériences de vol, vous allez voir pourquoi avec l'expérience juste après, une expertise élevée ou non en jeu vidéo ou installation immersive, et puis est-ce que vous avez l'habitude de se voir soi-même de l'extérieur, que ce soit dans des miroirs, des webcams, ou même dans des expériences oniriques ou éveillées de sortie du corps, qui sont des expériences qu'un pourcentage de la population connaît. Donc voilà le protocole expérimental, une image fixe. Je vais rapidement vous montrer la vidéo, ça a déjà été présenté à H2PTM, mais pour que tout le monde soit au courant. Un univers, ça c'est ce que voit la personne dans le casque lorsqu'elle arrive, un univers basique et vide, soudain elle apparaît, et elle se voit de dos elle-même, puisqu'il y a une caméra dans son dos, on lui propose d'écarter les bras, et lorsqu'elle va écarter les bras, elle va pouvoir s'élever et vivre ce vol qui est un vol analogique avec les contrôles des bras en bascule comme les oiseaux le feraient dans le ciel. Une série d'épreuves que je passe rapidement va se surgir, notamment un défilé qui s'impose à la personne au loin à l'horizon lorsque elle voit des montagnes surgir. Elle est obligée d'emprunter un canyon qui la contraint à éviter les parois, puis on se rapproche d'elle, la caméra réduit sa distance pour permettre une meilleure immersion dans le design. Elle peut éventuellement buter sur les côtés, on verra ce qui se passe lorsque, à la sortie du canyon, des astéroïdes se présentent, et là, lorsque ces astéroïdes la cognent, elle est transformée en avatar bleu qui signale qu'elle a été touchée. Donc cette petite expérience qu'on vient de résumer, il y avait un questionnaire comportant 20 questions, et les traitements statistiques que tu as repris derrière ont donné 2 dimensions, à savoir. Alors, la première dimension qu'on souhaitait observer à travers ce questionnaire, c'était le rapport de l'avatar de soi, donc l'avatar autoscopique, sur l'utilisateur. C'est-à-dire le contrôle que la personne ressentait de son avatar, et du coup, est-ce qu'il trouvait qu'il se sentait immergé dans le monde, ce qui aurait même été un marqueur d'une bonne appropriation corporelle.
La deuxième dimension qu'on a souhaité observer avec ces questionnaires, c'est les effets corporels de l'expérience. Donc c'est plus les sensations, l'immersion sensorielle-motrice ressentie, et les sensations de vertige, de perte d'équilibre, la posture aussi qu'on pouvait voir à l'extérieur, la personne qui se penchait trop en avant, etc. Donc est-ce que la personne se sentait immergée par l'environnement et non pas par l'avatar. Donc, je vais le faire. Ouais, vas-y. Donc, comme on a montré tout à l'heure, il y avait 3 axes qu'on souhaitait observer, de 3 niveaux d'expertise. Donc, on va vous présenter les résultats de 2 d'entre eux, parce que l'expertise sur le vol, vol en avion, ULM, etc., n'a pas donné de résultats significatifs. On n'a pas eu de données assez d'experts en situation de vol pendant cette expérience, et du coup on n'a pas pu conclure dessus. Donc on va vous parler d'abord de l'expertise du jeu vidéo, et à plus éloigné, on va dire, l'expertise des médias de réalité virtuelle. Donc ce qu'on a observé, c'est que ceux qui n'ont jamais pratiqué de jeux vidéo renvoyant à la situation immersive offerte annonçaient ressortir un meilleur sentiment de contrôle et une meilleure identification et appropriation de l'avatar. Ensuite, l'expérience de la vision extérieure, donc concernant les personnes qui ont une expérience de sortie du corps, on dit qu'elles se sentaient moins immergées que celles qui n'ont jamais eu d'expérience de sortie du corps. Ou de rêve, de vol en situation de rêve. Donc, les points forts de l'expérience, quand on est revenu dessus après ces résultats qui ont été surprenants, on va les décrire après parce que c'est grosso modo l'inverse de ce qui était pensé au départ, c'était que le premier point fort, c'était que l'ensemble des participants ont accepté la spatialité et la cohérence de l'environnement désertique. Donc tout le monde a reconnu un environnement désertique et ils ont tous reconnu avoir volé dedans. Il n'y a personne qui a dit tiens, je prends une image, je la tourne, ou j'ai pas l'impression de voler, mais juste de glisser sur le sol. Donc ils ont tous reconnu une activité de vol avec un décollage et le fait d'avancer dans le monde. Et ils ont tous compris et accepté le fait d'incliner les bras pour tourner. Personne n'a rejeté cette idée, ça semblait cohérent pour tout le monde. Voilà. Et du coup, la conclusion qu'on a avec ces résultats, c'est que l'immersion ressentie par les participants profanes était très intense et très observable, ce qui nous a permis de mettre en place des nouveaux protocoles expérimentaux qu'on va vous présenter juste après. Toutefois, notre hypothèse... Oui, toutefois, notre hypothèse initiale, que l'expérience fonctionnerait mieux avec les experts, ceux qui avaient déjà l'habitude de tout ça, etc., allaient pouvoir rentrer dans cette affaire-là plus facilement. Et bien finalement, c'est pas du tout ça qu'on a trouvé. On a trouvé qu'effectivement, c'est un peu le contraire. Donc c'est plutôt les novices ou les profanes qui effectivement arrivent à rentrer dans cette immersion plus facilement que ceux qui sont déjà un peu habitués à quelque chose, un autre média, un autre système, d'autres technologies qui leur ont déjà donné des habitudes. Ouais, une explication serait qu'effectivement ils sont perturbés par leurs préjugés, leurs attentes, leur logique expérientielle, et donc ça fait barrière finalement à la proposition en tant que telle, puisque pour rappel, notre volonté, et celle d'Étienne Pérenny et d'Alain Berthoz et moi-même, c'était de faire un environnement très simple, sans mécanique de jeu, donc les gens se demandent à quoi sert, pourquoi il n'y a pas d'interface, quel est le but du jeu, alors que les profanes acceptent naturellement de se plonger dans l'expérience. Donc là, on va dépasser un peu l'article dans la conclusion pour donner la suite en cours qui donnera d'autres résultats. Je te laisse poursuivre. Donc la suite de l'article, ce sont mes travaux de thèse que j'espère soutenir en début d'année prochaine. Donc l'idée, c'est de répondre à plusieurs questions. C'est comprendre la mobilisation des capacités cognitives et des ressources de l'être humain lors d'une première adaptation. Vérifier l'hypothèse que la vection, donc l'effet de déplacement, est fondamental. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que
la perception visuelle, l'engagement corporel, la reconnaissance de soi et la prise en charge de l'activité permettent de donner sens au monde et au corps médiatique que proposé. Et même si parfois c'est un sens qui va amener à une critique, qui va permettre d'aborder ce monde sous un angle critique. Et donc la question que je me pose dans cette thèse, l'une des questions, j'ai deux questions, c'est de quelle manière s'effectue cognitivement l'appropriation corporelle d'un corps numériquement stimulé. Donc rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute 30, l'idée c'est qu'on va avoir un schéma corporel, une image du corps et une identité cognitive de soi qui va créer mentalement notre représentation cognitive de nous-mêmes. Et plus cette représentation cognitive va correspondre au corps virtuel, plus l'appropriation corporelle sera facile. Et la deuxième théorie que j'essaye de mettre en avant, c'est la théorie du transfert cognitif. Donc, c'est que lorsqu'on va s'incarner dans un avatar, certaines de nos compétences cognitives, de nos capacités cognitives vont se transférer dans l'environnement virtuel au détriment de l'environnement physique. Alors, donc, pour ça, on a fait une étude doctorale, enfin, une étude au campus Condorcet. Donc, en prenant les résultats précédents, on a pris des participants tous novices pour observer les effets au maximum. Et on est passé à un système de réalité virtuelle par rapport à l'ancien système qui était un visiocasque. Et on a comparé du coup l'avatar otoscopique avec l'avatar synthétique. Voilà, donc à droite vous avez rapidement le matériel, donc visiocasque, la Kinect pour filmer la vidéo, des capteurs qui servent à mesurer le comportement, la posture et la réponse électrodermale, et la Wheelboard qui sert à mesurer le placement de la personne et la répartition de son poids. Voilà. Donc là, vous avez les deux types d'avatars, donc deux participants différents. Donc c'est exactement ce qu'ils voient dans leur casque. Le premier qui se voit lui-même, donc c'est la vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure. Le deuxième qui voit un avatar synthétique. Et l'idée, c'est d'essayer de voir si, sachant que l'environnement est très simple et du coup assez peu immersif, est-ce qu'il l'avatar otoscopique permet une meilleure immersion que l'avatar synthétique. Avec le point rouge qui le regarde eye-tracké par le HTC. Le point rouge, c'est son comportement visuel, donc je vous explique ça juste là. En gros, l'idée, c'est de savoir si... je finis à la fin. Pardon. Je finis juste ça. L'idée étant de savoir si, lorsqu'il regarde à gauche, il tourne la tête à gauche, qui marquerait un engagement corporel dans l'environnement virtuel, parce que c'est pas logique face à un écran, quand on est au cinéma, si il y a une image sur la gauche, on va pas tourner son corps en disant « Waouh, il se passe ça !» Donc l'idée c'est que, est-ce qu'il y a une cohérence comportementale au niveau de la posture entre sa vision et son action. Alors pour en conclure, c'est la dernière slide. On s'interroge donc sur cette référence à une notion importante, Étienne. Oui, alors Couchot, donc, qui est aussi quelqu'un de Paris 8, mais de la technologie d'image et de l'image de synthèse, a proposé finalement une des références qu'on utilise, la technesthésie, qui est effectivement la sensibilité due à l'intégration sensorielle suscitée par une technologie, mais pour aller plus loin, peut-être même un formatage qui est produit par ça. De cette manière de ressentir, percevoir, s'intégrer et même introjecter les fonctionnalités ainsi que les modes de représentation comme des simulations. Donc effectivement, c'est un peu l'effet sur le sujet des habitus technologiques auquel il est soumis, qui est en train d'introjecter, etc. Donc avec les cybermédias qui nous occupent, ces mondes de réalité virtuelle simulée, on pourrait parler aussi de cyberesthésie dans la suite de l'artiste numérique Yann Min, et donc une certaine exosomatisation des capacités cognitives, ce qui rejoint à ta question du transfert cognitif, avec simultanément une intériorisation des logiques techniques, intentionnalité, contrôle, couplage, délégation, négociation. Donc pour finir, on a pu noter avec cette différence entre les experts et les novices une importance de la surdétermination culturelle, pour reprendre le terme de Simondon, c'est-à-dire de l'importance des discours, des métaphores explicatives comme l'avatar, l'incarnation, l'immersion, qui, je vous le rappelle, sont un ensemble de métaphores qui conditionnent le vécu et l'interprétation et qui justifient aussi ces barrières bloquant les experts, le tout rejoignant des résultats démontrés par l'ethnométhodologie appliquée à l'informatique, qui est aussi un des courants de réflexion de Paris 8. Nous vous remercions. Merci. Voilà, donc je propose qu'on enchaîne et puis ensuite donc, on ouvrira aux questions juste après.
Je vais passer ça, ou alors celui-là, et c'est gauche, droite, on passe comme ça. Les deux sont branchés, non, ça branche. 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, juste encore une fois un grand merci en fait aux organisateurs, aux membres de cette conférence. Pour ma part, ça fait la 3e. Je commence à être un peu addict. Jacques, c'est la 2e. Voilà, j'espère qu'il y en a encore d'autres. Voilà, en tout cas, un grand merci, on est ravis d'être là. Alors, nous allons vous présenter en fait un apport qui est principalement théorique et d'ordre épistémologique sur en fait ce qu'on intitule la réalité du virtuel, apport et limite de l'approche phénoménologique. Alors, la question centrale qu'on s'est posée, c'est la suivante. Quel sens attribuer à un environnement virtuel concernant la question de sa réalité? Alors en fait, cette question nous a amené à nous poser une autre question. Est-ce qu'un environnement virtuel est réductible à une simple image ou une simple représentation? Si je prends l'exemple du tableau de Van Gogh, donc le champ de blé au corbeau, en fait on sait très bien que c'est une image, ça ne viendra à personne à l'esprit d'essayer de traverser ce tableau. Par contre, l'environnement virtuel, effectivement, on a la possibilité de le traverser. L'un comme l'autre semblent être des images, peut-être des illusions, mais en tout cas, ils ne sont pas rien. Donc la question c'est, que sont-ils? Donc, sur une approche qui est principalement à la fois épistémologique et théorique de l'immersion, nous allons utiliser un cadre théorique et en estimer sa pertinence. Ce cadre théorique, c'est l'approche phénoménologique. Alors, pourquoi la phénoménologie? Parce qu'elle permet un certain nombre de choses concernant l'analyse même de la réalité virtuelle, même si évidemment, vous avez bien compris que Husserl n'a jamais mis de casque de réalité virtuelle sur sa tête. Alors, la première chose, c'est que, avec la phénoménologie, comme le dit Renaud Barbaras, la scission classique de l'être et de l'apparence disparaît comme problème. C'est justement un peu le problème qu'on a avec la réalité virtuelle, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est juste une apparence? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Deuxième chose, et c'est ce que nous dit Jean-Paul Sartre dans l'imaginaire, il est très difficile de se débarrasser de notre habitude, je cite, presque invincible, de constituer tous les modes d'existence sur le type d'existence de l'existence physique. Et là, pour le coup, on a une existence virtuelle. Enfin, évidemment, Husserl dans les Idéons nous dit que la conscience est donatrice de sens. Donc ça va être un petit peu le fil directeur de cette présentation. Pour expliquer cette notion de donatrice de sens, si on prend le fameux urinoir de Duchamp ou fontaine de Duchamp, en fait, l'analyse de Husserl et qui a prolongé Jean-Paul Sartre montre qu'il y a deux sens possibles qui peuvent être donnés au perçu, en tout cas ce qui apparaît, par un sujet. Donc un sujet qui perçoit ce truc-là, il se dit soit c'est un objet perçu et il se dit dans sa tête ceci est un urinoir. Donc, en général, il n'a pas trop connaissance de ce qu'est l'art contemporain. Deuxième élément, il se dit c'est un objet imaginé dit présentifié et il se dit ceci est une fontaine, s'il a beaucoup d'imagination, ou en tout cas il se dit c'est un ready-made. Dans le premier cas, c'est ce que Sartre appelle la conscience réalisante, c'est-à-dire qu'on donne le sens de réel à ce que l'on perçoit, à ce qui apparaît. Dans le second cas, on est dans ce que Sartre appelle la conscience imageante, c'est-à-dire qu'on donne le sens d'une image, donc quelque chose qui est non pas présent, mais présentifié, rendu présent d'une manière ou d'une autre. Alors, pour prendre un exemple assez synthétique d'analyse phénoménologique, donc si on compare deux dispositifs, on a le tableau de la Joconde, puis on a, globalement parlant, ce tableau mais un peu différent. C'est-à-dire que dans le cadre d'une exposition consacrée au Léonard de Vinci, on pouvait mettre un casque de réalité virtuelle. Et lorsqu'on mettait ce casque, qu'on s'approchait du tableau, la Joconde sortait du tableau et venait s'asseoir devant. Alors, là on est à un niveau très descriptif pour l'instant, mais en fait quand on fait une analyse phénoménologique, on distingue trois niveaux d'analyse. Ce qu'on appelle l'objet. L'objet, c'est l'entité qui est représentée et qui est en l'occurrence absente. Mais également le support. Le support, c'est donc l'ensemble des éléments physiques qui constituent l'apparaissant. Et enfin,
ce qu'on appelle l'image, c'est-à-dire la quasi-présence, pseudo-présence ou présentification de l'objet. Et dans le cas de ces deux dispositifs, on a bien Mona Lisa objet dans les deux. On a Mona Lisa en peinture dans le premier et Mona Lisa synthétisée numériquement en 3D dans le second. Mais on a dans les deux cas Mona Lisa présentifiée. En tout cas, c'est ce que nous dirait la phénoménologie. Et c'est ce que nous allons essayer de remettre en question. Parce que dans le premier cas, il est facile de dire qu'on a bien une conscience imageante. Il ne viendra à personne de dire que Mona Lisa est vraiment présente sur le tableau. Mais là, ça devient plus compliqué. Parce qu'on se demande si on est dans une conscience imageante ou dans une conscience réalisante. Donc, est-ce que Mona Lisa est une simple représentation ou est-ce qu'elle recèle une certaine réalité? Alors, dans l'approche phénoménologique, dans le cas de Mona Lisa ici, le personnage sort bien du tableau, mais semble pourtant demeurer une image, car Mona n'est pas présente, mais présentifiée. Voilà ce que dirait, globalement parlant, Husserl, s'il avait lu ce truc-là. Mais, donc là je cite un extrait de Dominique Demange, qui est assez intéressant, qui n'a pas vu ce dispositif en l'occurrence. Si la Joconde sortait de son cadre pour me serrer la main, elle supprimerait toute conscience d'image. Le tableau de Léonard de Vinci ne reste un tableau que s'il interdit à son sujet d'apparaître lui-même en chair et en os. Alors vous me direz, certes, elle n'apparaît pas en chair et en os, mais elle est bien devant nous, la Joconde. Alors, ce qui nous conduit finalement à identifier un certain nombre de limites concernant l'approche phénoménologique appliquée aux environnements virtuels. Il y a 3 limites principales. La première, c'est que, à la différence de l'image qui est à distance, extérieure au spectateur, à contrario, en fait, dans un environnement virtuel, l'utilisateur saisit l'environnement de l'intérieur. Il est immergé, comme l'ont dit en fait les collègues précédemment. Et il peut s'y sentir présent. Deuxième élément critique, c'est que ce n'est pas seulement la conscience qui confère un sens réel versus virtuel à un environnement virtuel, mais nos organes sensoriels et fondamentalement notre corps. On a parlé tout à l'heure effectivement cette notion de contexte, de situé d'un corps qui est véritablement important dans la cognition. Et c'est précisément effectivement ce qui est dit par Sylvie Lemerviel, Daniel Schmitt et Philippe Usaï, parce que le corps conditionne la cognition. Enfin, troisième élément, et là on refait encore une boucle par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais à l'exception du reflet dans un miroir peut-être, ce sera discuté, l'image ne permet pas ce qu'autorise un environnement virtuel, s'incarner dans un avatar. Alors en fait, si on résume cela, donc l'avantage de l'approche phénoménologique, c'est qu'elle permet d'échapper, c'est déjà une bonne chose, aux apories liées au sens de signification. Soit c'est réel, soit c'est irréel, que nous conférons globalement en fait aux environnements virtuels. Deuxième élément, le problème c'est que la réduction opérée par la conscience de l'environnement virtuel à une image limite considérablement l'environnement virtuel au seul champ de l'image. Or, et on reboucle, cela confère effectivement à la seule conscience la capacité de donner du sens. Donc ce qui nous a conduit finalement à aborder les choses d'une autre manière. Parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait avec le cadre de la phénoménologie, c'était un test pour voir si ça fonctionnait. On est allé voir jusqu'où ça tenait. Et ces limites nous ont conduit à une approche, on va dire, plus ontologique de la réalité virtuelle. Alors, cette approche ontologique, elle se déploie en 2 temps. Premièrement, en fait, on a abordé cette mise en situation expérimentale en se disant qu'il y avait un primat du sujet et que l'on passait en fait à un primat du perçu ou de l'apparaissant. Pourquoi? C'est quand le corps en fait s'émancipe de la conscience. En fait, un environnement virtuel peut s'imposer au sujet comme une réalité et non comme une simple image ou une illusion sensorielle. Quand bien même, et je dis bien quand bien même, le sujet lui attribue consciemment le sens d'une illusion sensorielle. Ça, c'est un point extrêmement important, qui le conduit finalement à généraliser ce qu'on a dit. La conscience peut le saisir comme une illusion sensorielle, mais le corps peut agir comme si l'environnement virtuel était réel. Donc ce qui nous amène en fait à un deuxième et dernier point,
c'est la constitution de ce qu'on appelle un continuum image, environnement virtuel. Je laisse la parole à Jacques. Merci. Donc, à partir des analyses précédentes, on a donc proposé un continuum qui se déploie en fait sur un axe qui subsume l'image fixe, l'image animée et l'image animée interactive et l'environnement virtuel. L'image fixe étant donc définie comme la représentation visuelle d'une entité. L'image animée constitue la représentation visuelle d'entités en mouvement, et l'image animée interactive est la représentation visuelle d'entités en mouvement, en interaction en temps réel avec l'utilisateur. Par exemple le jeu vidéo, mais ça peut aussi être le film interactif, etc. Finalement, l'environnement virtuel peut être défini comme un ensemble d'entités en 3D en mouvement, synthétisées numériquement, en interaction en temps réel avec l'utilisateur. Donc on voit bien la gradation qu'on opère entre ces quatre grandes familles. À partir de ça, on a identifié 8 dimensions qui nous permettent de caractériser chacun de ces dispositifs, du moins immersif au plus immersif, sachant que on entend ici l'immersion comme étant l'ensemble des caractéristiques techniques du dispositif qui sont censées permettre à l'utilisateur d'éprouver une sensation de présence. La première dimension qu'on a donc repérée, c'est celle de l'intention du concepteur. À savoir que cette dimension est simplement le fait de se poser la question, le concepteur cherchait-il à produire un dispositif qui soit immersif? Donc on voit que par exemple dans le cas de l'image fixe, c'est rarement le cas, enfin c'est pas le cas, on ne cherche pas à créer un sentiment de présence à travers une image fixe. Par contre c'est quelque chose qui apparaît souvent de manière beaucoup plus présente à partir de l'image animée, l'image interactive et l'environnement virtuel. Pour l'image animée, notamment à travers tout le développement technologique qu'on va avoir autour de cinéma, sur tout ce qui va être l'IMAX, la 4D, etc. Il faut aussi noter sur cette dimension qu'on fait une distinction entre l'intention du concepteur et ce qui est réellement vécu par l'utilisateur, le spectateur, l'individu. C'est-à-dire que quand bien même on peut produire un environnement virtuel avec une forte volonté d'immersion, cette immersion peut ne pas être effective chez l'individu, chez l'utilisateur, qui peut ne pas être immergé malgré les intentions du concepteur. Ensuite, on va avoir les sens qui sont impliqués dans le dispositif, où là on retrouve aussi une gradation, puisque dans le cas de l'image fixe, on va simplement avoir la vue, voilà, on voit une photo, un tableau, etc. À partir de l'image animée, on rajoute l'ouïe. Dans le cas de l'image interactive, et notamment du jeu vidéo, on peut aussi ajouter des éléments d'ordre haptique, notamment sur tout ce qui va être vibration de manette, etc. Et pour les environnements virtuels, on va avoir un panel, mais on peut aller jusqu'à l'utilisation des 5 sens externes, et en ajoutant la proprioception, donc le sentiment d'avoir, de se déplacer son corps dans l'environnement, comme on l'a vu avec la présentation précédente. La troisième dimension, c'est donc l'interactivité, qui est donc l'ensemble des actions de l'utilisateur permises par le dispositif et qui vont avoir un impact sur le cours de l'action. Donc cette interactivité, elle peut être fonctionnelle ou machinique, qui va donc générer des protocoles de communication entre le dispositif et l'utilisateur. Oula, je vais aller un peu vite, pardon. Où là, on voit qu'effectivement, pour tout ce qui est image fixe et image animée, il n'y a pas d'interactivité, et que l'interactivité apparaît à partir de l'image interactive. La quatrième dimension qu'on a repérée, c'est le rapport au temps, c'est-à-dire, et le spectre de signification que ce rapport au temps peut produire. C'est-à-dire que face à une image, une photo, un tableau, techniquement, on peut rester indéfiniment face à cette même image et du coup l'observer dans ses moindres détails, faire attention à chaque point, etc. et créer du sens par rapport à tous les détails de cette image. Alors que si on prend comme norme, par exemple, pour le cinéma, le fait qu'on est sur environ 24 images par seconde, ou pour tout ce qui va être numérique, jeux vidéo, etc., on va plutôt être sur de l'ordre de 30 à 60 images par seconde. Par exemple, là où une personne restera 1 minute face à une photo, elle verra la même photo, la même image pendant 1 minute. Pendant ce même laps de temps, une personne devant un film à 24 images par seconde aura vu 1440 images, et devant un jeu vidéo qui sera par exemple à 60 images par seconde, il en aura vu 3600.
Donc c'est évident que face à ce rapport au temps qui se fait, le spectre de signification ne va pas être le même. C'est-à-dire que quand on peut rester de manière indéfinie devant une même image, on va pouvoir avoir un spectre qui va être plus large, alors que plus on est finalement contraint par le temps, justement, ce spectre va avoir tendance à se réduire. On a ensuite la position de l'utilisateur qui détermine en fait si l'utilisateur est face aux entités perçues, et dans ce cas il est extérieur, ou s'il est à l'intérieur de l'environnement subsumant ces entités. Et là on retrouve aussi une distinction qui se fait entre l'image fixe et l'image animée où on a une position qui est extérieure, toujours. Voilà, en fait l'utilisateur a une position de spectateur, alors que pour l'image interactive et l'environnement virtuel, il peut aussi avoir cette position de spectateur, mais il peut aussi avoir une position d'acteur ou de spectateur, en fonction de la grille qu'on peut reprendre. Il y a ensuite la question du sens perçu, qui vont, qui vont indiquer donc, si les entités perçues sont présentifiées ou si les entités perçues sont présentes, c'est-à-dire susceptibles d'être saisies comme des réalités pour l'utilisateur. Dans le cadre de l'image fixe, l'utilisateur perçoit des signes qui renvoient à ce qu'il désigne, mais par la médiation de ces signes. Pour ce qui est de l'image animée et de l'image interactive, les entités sont perçues directement comme des entités réelles. En revanche, c'est la présence réelle des entités qui est recherchée dans le cadre des environnements virtuels. Ensuite, on va avoir les réactions comportementales, qui sont donc l'ensemble des réactions se manifestant par les actions du sujet. Elles peuvent donc être médiées ou non médiées. Il y a une médiation lorsque le sujet saisit une entité ou un environnement en tant que signe, et il y a une non-médiation lorsque la réaction comportementale est produite par l'entité perçue en elle-même et pour elle-même. Par exemple, on peut retrouver dans le cas des images animées, et notamment dans le cadre des films d'horreur, des constructions, tout ce qui va être jumpscare, etc., qui vont justement chercher à produire un effet, une réaction immédiate chez le spectateur, qui va faire que l'image va immédiatement le faire sursauter, alors que dans le cas de l'image fixe, on va plutôt être sur quelque chose de l'ordre de la, pas de la réaction, mais justement d'une réflexion plus subjective et plus introspective par rapport à ce que cette image va pouvoir produire chez nous et comme réaction comportementale. On a aussi des réactions physiologiques qui globalement sont du même ordre que les réactions comportementales, mais où là on va prendre en compte donc, des caractéristiques physiologiques comme le niveau de stress, la fréquence cardiaque, etc. Voilà. Donc pour conclure très rapidement, trois points en fait. Premièrement, donc, cette contribution a permis, en tout cas nous l'espérons, de mettre en évidence l'intérêt, mais également, et peut-être surtout, les limites d'une approche phénoménologique relativement à la question du sens de la réalité virtuelle. Deuxième chose, c'est une conséquence qu'on tire en fait de ce premier élément, c'est que ça nous a conduit en fait à proposer un cadre alternatif qui évite justement la rupture entre le réel et le virtuel. Donc sur la base de ce fameux continuum, alors qui est un travail en progress, en cours, voilà, work in progress, j'ai l'anglais en même temps, désolé, voilà, et en fait qui se déploie pour le coup de l'image, voilà, de l'image animée à l'image interactive et jusqu'à la réalité virtuelle. Et enfin, peut-être une voie de recherche qui serait à explorer, ce serait peut-être d'interroger le sens de la réalité perçue de l'environnement, en essayant de dépasser, de gommer en tout cas, la symétrie entre le sujet d'un côté et l'objet de l'autre. Et peut-être que le cadre de l'interactionnisme permettrait effectivement de mettre à un même niveau ces deux entités qui se font face. Donc qui permettrait justement de mieux penser tous les paradoxes liés au virtuel. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci à vous cinq donc, pour ces deux présentations qui, je pense, ont l'intérêt d'avoir plusieurs liens, enfin, qui, j'espère, vont susciter des questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou est-ce que je reste tout en haut? Il y a une première question, deux.
Donc je ne sais pas pour le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'amener juste aux personnes qui sont en haut? Il vous reste des micros aussi? C'est la dernière rangée. Test. Déjà, merci beaucoup pour l'ensemble de vos présentations. Je suis Alexandre Lestage, à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je réagis plus par rapport à la première présentation, parce que ça fait écho à des recherches que j'ai déjà menées avec Woody Ivar, ici présent. On fait une présentation tout à l'heure, notamment autour des émotions. On avait fait une présentation autour des émotions dans la réalité virtuelle, il y a 2 ans, pendant le colloque international des méthodes visuelles, mais aussi les travaux que je mène avec Marie Ballarini et Sophie Bacon-Fourneau à Paris 3 et Dauphine, où c'est des articles qui vont être publiés là, en fin d'année normalement. On avait mené une expérimentation sur VRChat, que peut-être vous connaissez dans le public, certains peut-être ne connaissent pas, qui est une application de réalité virtuelle sociale, donc des mondes où on peut aller interagir, discuter avec des personnes par le biais d'un avatar, soit sur un PC, comme on pourrait le faire sur Second Life, s'il y en a qui connaissent, ou directement en réalité virtuelle. Et on avait été explorer un monde commandité par la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, et où on avait fait une expérimentation, où on avait laissé les personnes consulter le lieu et ensuite faire des entretiens en réalité virtuelle. Et on s'était posé aussi la même question que vous, à un moment, suite aux différentes modalités d'exploration, si justement une connaissance une pratique vidéoludique pouvait modifier l'environnement. Et en fait, par rapport à vos conclusions, où moins on a de pratiques vidéoludiques, plus on a la sensation d'être immergé, on a eu des choses assez similaires. On manquait vraiment, par contre, de personnes qui avaient une habitude vidéoludique. On pensait en avoir plus. Le public auquel on s'adressait, on ne pouvait pas le démontrer. Mais on avait exactement le même sentiment, avec peut-être une autre approche, parce que nous, on était sur un dispositif qui était qu'on maîtrisait peut-être un peu moins, c'est pas nous qui l'avions produit, mais qui reprend déjà un peu plus des codes de jeux vidéo, qui ont plus d'interfaces. Et on a même pu constater que certains joueurs assidus avaient un comportement qui était de l'ordre de ce qu'on appelle le speedrun. Donc le fait de jouer aux jeux vidéo de façon très très rapide, avec vraiment une grande maîtrise des mécanismes de gameplay, d'interactivité du dispositif, tandis que, et qui pour eux, globalement, ne trouvaient pas le dispositif terrible dans l'ensemble, pour être un petit peu méchant, mais par contre, même conclusion que vous, autour de... quand on n'a pas une expérience vidéoludique forte, on a tendance à trouver la chose plus immersive. Du coup, oui, typiquement, nous on avait conclu pour le moment un genre d'effet wow, un effet de découverte, où vu qu'on n'a pas d'expérience sur l'immersif, on n'a pas d'expérience sur une acquisition d'expérience préalable qu'on peut remobiliser toujours dans la condition incarnée. Je travaille dans ce cadre également. Vu qu'on n'a pas d'expérience préalable à mobiliser pour comprendre et pour utiliser ce milieu-là, forcément c'est immersif, parce que ça va être l'élément en fait, à partir duquel on va construire cette notion d'immersif, et par conséquent, c'est peut-être que le maximum de ce point de vue-là. Je voulais vous faire part de ce retour et vous remercier de vos travaux que je suivrai avec certaine assiduité. Je ne sais pas si vous souhaitez faire un commentaire ou pas. On va prendre d'autres questions. Là, c'était merci beaucoup. Sylvie, et ensuite donc il y a Michel. Oui, alors moi je voulais témoigner d'une expérience personnelle qui fait le lien entre deux interventions, puisqu'il y a eu une question sur l'absence de la conscience dans la fabrication du sens, et le fait qu'on puisse avoir tout à fait conscience qu'il s'agisse d'une image illusoire, mais que notre corps nous dit l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Étienne, en 2021, j'ai pas pu faire l'expé
parce que dès que j'ai eu le casque sur la tête, en fait, mon corps m'a dit vertige. Alors que je connais quand même un petit peu ce genre de système et que je savais que je ne pouvais pas tomber. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit enlève-moi ça tout de suite, c'est impossible, je ne peux pas. Donc c'est avéré qu'il y a du sens qui ne passe pas par la rationalité et par la réflexion. Je vais vous donner un autre exemple que vous connaissez tous, c'est cette danseuse qui est Alzheimer profond, avec le corps complètement transformé en pierre. On lui met de la musique et elle retrouve les gestes de la danseuse et elle se met à danser, ce qui est hallucinant. Mon expérience peut vous dire aussi que c'est le cas d'un chanteur. Si un chanteur ou un musicien se met à réfléchir, il se plante. C'est une catastrophe. Il faut qu'il aille vraiment à la source et qu'il chante tout ce qui est rationalité. Donc ça rejoint les travaux sur l'immersion de Andrieux, ce petit temps en fait où on agit avant de réfléchir, et il y a certains métiers qui sont entièrement basés sur l'immersion. Si on sort de l'immersion, un acrobate, il sort de l'immersion, il tombe. Donc vous avez des cas expérimentaux qui prouvent en fait cette assertion. La conscience, elle n'est que partiellement fabricante du sens. Et donc, voilà, il n'y a pas... Je vous invite à réagir, mais je pense que vous avez intérêt à travailler avec des gens comme ça qui ont des situations particulières où on sait qu'il n'y a plus de conscience. Et on peut faire des choses avec eux, en fait. Ah oui, tout à fait. Et, effectivement, Andrieux et tout ça. Donc c'est cette espèce de phénomène de la conscience qui sont les 400 millisecondes, les premières, dès qu'il vous arrive quelque chose, avant que la conscience intervienne, il se passe quand même pas mal de temps où il se passe aussi quelque chose. Hein, le corps réagit, on a des réflexes, on a des attirances, des répulsions, etc. Et ça, c'est un petit peu fondamental dans nos affaires, et tout à fait raison de dire qu'il faudrait voir, donc c'est très courant dans le domaine scientifique de la neurophysiologie, etc., de prendre des gens qui ont des déficits et de voir qu'est-ce que ça fait si justement quelqu'un n'a pas la possibilité de réagir de cette manière, d'autre manière, donc qui est Alzheimer, et qu'est-ce que ça fait de changer de situation, etc. Tout à fait intéressant. Moi, juste une réflexion sur le caractère de l'intelligence corporelle immanente qui surgirait par elle-même. Il faut voir que dans le cadre de on a choisi Alain Berthoz pour dialoguer de manière interdisciplinaire, parce qu'il est porteur des sciences de la cognition, qui ne sont pas les sciences cognitives, neurosciences pures, réductionnistes, mais qui tiennent compte d'une théorie du double, qui est le schéma corporel. C'est on a un double en soi qui fait qu'on rattrape un bol qui tombe plus rapidement que la perception, parce que justement on a le schéma de la gravité, de son propre corps, etc. Et donc c'est vrai que le cerveau simulateur, qui est un peu une de ces théories, et ça rejoint un débat qu'on pourrait avoir sur le rapport entre représentation et simulation. Donc l'idée, c'est qu'on simule nous-mêmes notre propre corps, c'est pour ça qu'on peut se voir de l'extérieur, qu'on peut rêver de soi en train de voler, l'activité de vol, ou qu'on peut imaginer que Mona Lisa va venir nous dire coucou si elle sort du tableau. Enfin voilà, toutes ces capacités imaginatives, elles reposent sur une simulation de soi et de l'autre. Et de ce point de vue, j'ai l'impression qu'un enjeu de nos recherches, ça va être de dépasser un peu le régime de la représentation sur lequel vous nous invitez par le continuum, vous deux, à aller au-delà. Mais voyez, vous parlez de présentification. Et il me semble qu'il y a quand même un degré au-delà de la présentification, et c'est toute la question de la téléprésence. Moi enfin, tout le monde prêche pour sa paroisse, mais une manière de résoudre le problème, c'est de parler de téléexistence. C'est-à-dire exister, c'est être hors de soi, ailleurs. Et donc pour moi, un des enjeux de cette façon dont on peut réunir le corps qui se met à se déporter et à se projeter sur un autre support et à exister hors de lui ou dans un autre, tout en
relié à lui-même, ça va poser des débats assez élevés avec la culture de la représentation, qui est celle justement que vous dénoncez avec les limites de la phénoménologie, et une culture de la simulation, où il y a aussi de la représentation, mais il y a aussi plus, puisqu'il y a du comportemental, du cybernétique quand c'est technologique, etc. Donc c'était une remarque pour essayer de faire le lien avec votre... Oui, juste quelque chose de plus, c'est-à-dire que c'est pas uniquement on a un double de soi en soi-même, qui est le schéma corporel, connextérieur, etc., mais en même temps ce cerveau simulateur et notre corps, parce que c'est codé dans le corps, hein, notre corps a une représentation de l'environnement. Donc il y a aussi l'environnement qui est en nous, qui peut être projeté ou reçu, et c'est bien pour ça que effectivement, il y a des modèles physiques, hein, de la gravité, du mouvement. Par exemple, Berthoz a un système, enfin, il a proposé finalement que pour qu'un mouvement soit reconnaissable, il y a une loi de l'ellipse et du mouvement naturel, et que si effectivement toute la robotique et toutes les acteurs virtuels qu'on voit ne le respectent pas, ben, ils ne seront pas reconnus comme des êtres fonctionnant par rapport à la gravité correctement, naturellement. Merci. Michel, peut-être une dernière question, puis ensuite on aura le temps du repas. Donc je pense que, parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on... je te remercie. Je vous remercie de votre présentation. Je trouvais stimulant et je vous prie de m'excuser que j'ai dû m'absenter pendant la première présentation, mais bref, je ne sais pas trop faire d'une chose. Je voudrais reprendre une question à travers les travaux fondateurs de Gregory Bateson et les autres sur le fait que la cognition, c'est un corps dans un environnement écologique. Ça fait un tout. On ne peut pas séparer le corps de son environnement. Et ma question, quand je travaille sur Second Life, j'ai titré Second Life à un moment donné, c'est la distinction entre la réalité virtuelle et la réalité non virtuelle, que certains disent la vraie réalité, qui m'ont toujours étonné. Pourquoi un serait mieux que l'autre, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, les Anglais appellent la vraie réalité le meat space, l'espace de la viande, que je trouvais assez charnel dans cette expression. Et justement lié à ça, il y a une expression en anglais qui s'appelle le bleed through. C'est-à-dire que le sang, comme un pansement, ça transparaît d'un monde à un autre. Donc, ma question est la suivante. Quel est le rapport entre la réalité numérique et la réalité non numérique vécue? Parce que souvent, quand on est en Second Life et tout, il y a des mythes. Ça veut dire un suscite l'autre. Et inévitablement, il y a une déception quand on rencontre les vrais personnages non numériques dans le réel, et le réel peut créer les autres. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre des mondes différents, de la même personne. Pour prendre l'idée, on ne se dédouble pas, on est une unité, qu'on le veuille ou non. Si on se dédouble, ça peut devenir clinique, d'ailleurs, comme problème. Donc, cette notion de bleed through, la notion que l'un va transpercer dans l'autre, qu'il veuille ou non. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous interpelle, si vous rencontrez le numérique et le non numérique qui se entrechoquent. Il y a une forme d'interculture entre les deux. Alors peut-être les collègues de Toulon, ils veulent être comme vous donnez la parole aussi. Ça fonctionne. Ouais. Alors en fait, je vais peut-être vous surprendre de la réponse que je vais aborder. Alors un langage que moi, c'est que je ne suis pas d'accord avec la fin de votre... du discours que vous avez tenu en disant mais en fait on est des individus, il n'y a pas de dédoublement possible. Je crois exactement le contraire. Et pourquoi on a autant de difficultés à penser le réel et le virtuel? C'est parce qu'on se situe soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est parce qu'on a des catégories de pensée. On a un sujet, un objet, nous sommes des sujets dans un environnement, puis un autre environnement. Je pense que nous ne sommes pas des sujets unifiés, identifiés, alors ça peut aller évidemment jusqu'à la pathologie, ça je suis absolument d'accord avec vous. Mais dans les faits, alors je pense à des travaux notamment sur la représentation de soi dans les réseaux sociaux numériques, où on a exactement le même problème, c'est-à-dire qu'on a des discours absolument incohérents si on essaie de les rapporter à la même personne, alors que c'est la même personne qui les donne, avec des images différentes, avec des discours. Et dans la réalité virtuelle, ce qui se produit, c'est que je ne suis pas certain qu'on soit le même lorsqu'on est dans ce qu'on appelle le réel et dans le virtuel. Mais en fait, c'est comme si on passait un dîner en famille, et puis une soirée entre copains, et puis au travail,
Je pense que chaque fois, c'est ce que disait, enfin, je suis désolé, enfin, c'est ce que disait Héraclite, hein, nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve. Et je crois que c'est exactement ce qu'on doit appliquer pour penser le passage de la réalité à la réalité virtuelle, me semble-t-il. Mais c'est une hypothèse. Et rapidement, je crois qu'il y a une différence entre personne et personnage. On a des personnages différents, qu'on est à l'université ou qu'on est au champ, un truc, mais on est la même personne avec des personnages, des masques différents. Alors, même si effectivement, voilà, ça parle d'étymologie, le personnage c'est le masque grec, on est d'accord. Moi je pense qu'il n'y a rien derrière le masque. Ah, ok. Voilà. C'est ce que dit Sartre en fait. Hein. Quand le garçon de café dans l'être néant joue avec garçon de café, il est garçon de café. Il n'y a pas de. Je ne crois pas à l'identité subjective, personnelle. Voilà. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis que voilà, ça n'engage que moi. Voilà. Ça permet peut-être de résoudre le problème. Peut-être facilement, c'est possible. Peut-être que c'est très rhétorique tout ça. Hein. Je sais pas. Dernière réaction rapide, et puis on va conclure, hein, parce qu'on pourra continuer à discuter pendant le... Pour répondre à ça et pour rebondir là-dessus, aller dans la même direction, et comme l'a dit Étienne Armand, on prêchait un peu pour ma paroisse pour le coup. Je pense que justement là aussi, et vous parliez de Bateson avant, l'interactionnisme permet de répondre à cette question. Quand on voit la construction du soi, du self que propose l'interactionnisme et notamment Goffman, on est vraiment sur cette vision en fait. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une identité qui est vraiment en oignon, en couche, et que la réalité virtuelle n'est finalement qu'une de ces couches, et qu'on y joue un rôle de la même manière qu'on joue un rôle là maintenant, et qu'on jouera un autre rôle autour d'Europa dans 5 minutes. Donc voilà, je pense que là aussi, l'interactionnisme permet justement de dépasser cette vision et ces oppositions qu'on essaye de faire en les pensant justement de manière plus complexe. Oui, enfin, sauf qu'on ne peut pas balayer 30 ans de recherche qui ont montré qu'on n'est pas simplement dans un repas de famille différent ou au Club Med en allant dans World of Warcraft, qu'il y a un conditionnement technologique et de fonctionnalités qui sont introjectées, et que de ce point de vue, le fait technique qui fait l'altérité de grand autre technique, comme on l'appelle, qui vient en soi et dans lequel on se projette, va certainement modifier la donne d'une subjectivité en train de se faire, d'une alter-subjectivité technique, comme le dit Étienne. Les différents personnages ou les différents, je sais pas quoi, enfin cette histoire de dédoublement, c'est évident que cette théorie du sujet unitaire, c'est quelque chose qui est un tout petit peu fini maintenant. Donc non seulement tout à l'heure on a parlé d'individus en citant Deleuze, enfin etc. Donc les exemples sont là et la réalité est là et c'est cette réalité qui nous fait penser. Hein, de tout ce qui nous arrive et l'importance de la technique là-dedans qui est en train de nous impacter, mais alors complètement. Donc accélérer, c'est peut-être un processus qui était déjà là, certaines personnes le vivaient dans des situations un peu plus anciennes, mais maintenant c'est massif, c'est ça la différence. Bien, je propose qu'on termine là-dessus, merci beaucoup à tous les 5, et puis on continue la discussion pendant le repas. Alors pour le repas, je vous invite à gagner l'espace Claude Berry qui est sur votre droite. Si vous voulez laisser vos affaires dans la salle, c'est possible. On va la fermer à clé. En revanche, elle ne sera pas accessible durant toute la durée du déjeuner. Merci. Je n'ai plus l'heure de reprise en tête. C'est à 14h. Ouais, 14h la reprise. La volonté, voilà. Ouais, est-ce que le cinéma est créé une immersion et qu'on voit notamment avec la voilà. On voyait vraiment l'interaction comme appartenant l'action du spectateur sur le sol de l'action. Et du coup, n'est pas le cas de la compétition. Pour nous, la première interaction était là. Excellent. Bon, c'est un peu gratuit. Non, mais on aurait pu continuer. Non, mais c'est trop bien que toi. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai. Non,
image de reproduction. Et du coup, c'est les deux qui se mélangent. A priori, on peut les laisser. Malgré qu'il y ait un casque avec un bord, la perception de l'image. Bon bah voilà, on a apporté des résultats. Même nous. Non, mais pour lui, il n'y avait pas de confusion, les approches. C'est super. C'est bien fait de nous proposer ça. Oui, je pense que c'était. Bah oui, voyant les résumés, le but c'est aussi de. Nous on est allé un peu plus dans l'article parce qu'on voulait aussi apporter des trucs et puis en fait ça a permis de socialiser. Mais là il y avait suffisamment de liens. Vous êtes dans l'expérimentation aussi, hein, parce qu'il y a un dispositif que vous mettez vraiment dans un cadre d'usage, quoi. Je veux dire, parce qu'avant on faisait la théorie et du coup. Olivier, voilà, il y aura peut-être. Bah lui je pense, bah voilà, c'est la question que je voulais poser. Je pense qu'ils vont l'appliquer à des corpus. Exactement. Et vous passez direct à des sujets pour voir un peu comment les gens reçoivent les choses, quoi. Nous on avait beaucoup de tableaux et à un moment donné on s'est dit bon les tableaux de notion et tout on va dire c'est sympa mais il faut quand même faire des trucs en dur quoi. C'est différent, tout à fait.